Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine, je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Rougereau, photographe culinaire reconnu par les plus grands chefs et les plus grandes marques. Il nous raconte son enfance bercée par l'automobile et cette presque orientation vers le métier de mécanicien grâce à une conseillère manifestement visionnaire. Vous l'avez compris, Patrick n'ouvre pas de moteur, mais il a toujours guidé sa vie par ses passions. Il en compte 3 majeures, la cuisine, la photographie et l'automobile. Vous ne voyez pas nécessairement les liens entre elles, mais attendez la suite. La photographie culinaire est devenue son métier, l'automobile est resté un loisir, qu'il a la chance de vivre de près en suivant le championnat GT en Dodge Viper avec l'équipe de Paul Belmondo Racing et son ami Claude Yves. En remerciement de ses bons et loyaux services, il se verra même offrir l'opportunité de rouler une manche avec une Lamborghini Diablo sur le mythique circuit de Formule 1 en Hongrie de Hungaroring. Je suis pas sûr de bien prononcer. À travers cet épisode, il revient aussi sur sa rencontre marquante avec Romain Grosjean et Marion Jolès-Grosjean à travers un livre mêlant anecdotes automobiles et recettes de cuisine concoctées par le chef Grosjean. Une idée de livre qui est née de l'esprit de Patrick et qui donne naissance à une belle amitié entre 4, puisque ce livre est l'œuvre de Marion pour le texte, de Fanny, la femme de Patrick, pour la mise en page, de Romain au fourneau, et évidemment de Patrick à la photo. Bref, c'est un épisode qui ne laisse de place pour autre chose que la passion, puisque c'est le driver même de la vie de Patrick. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Patrick fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où nous pouvons échanger, je réponds à tous vos messages, même s'ils sont de plus en plus nombreux. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a maintenant 32 je crois. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Patrick. Salut. Je suis ravi de t'accueillir dans La Boîte à Gants, même si c'est toi au final qui m'accueille chez toi dans tes studios à Paris. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Donc Patrick Rougereau, je suis photographe culinaire. Donc voilà, c'est une niche dans la niche de ce métier-là et donc mon métier c'est de travailler notamment avec les grands chefs pâtissiers, les restaurateurs, cuisiniers et tous les industriels de l'agroalimentaire. J'en ai eu un aperçu juste avant. Voilà, un des meilleurs pâtissiers du monde là, avec lesquels on travaille en ce moment. Donc Cédric Grolet. Cédric Grolet. Mais à côté de ça, tu es avant tout aussi un passionné d'automobile. Oui, complètement. Oui, j'aurais aimé en faire ma carrière. Voilà, l'avenir en est décidé autrement. Mais c'est vrai que depuis gamin, je suis passionné par l'automobile. D'où ça vient, j'en sais rien, parce que dans la famille, on n'a pas d'antécédents de pilotes ou de gens qui baignent dans ce milieu-là. Mais ouais, depuis tout gamin. Alors mon frère était comme moi aussi passionné par l'automobile. Ton frère aîné, c'est ça ? Oui, mon frère aîné, oui. Et on suivait ensemble, moi, quand j'étais gamin, il m'emmenait sur le rallye local. J'habitais à Pont-l'Évêque, entre Pont-l'Évêque et Deauville, le rallye de la Côte-Fleurie. Et c'était pour moi l'événement de l'année où on passait la nuit. Déjà, on se faisait une nuit blanche et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on baignait dans ce milieu des voitures, quoi. Et voilà, ça, je pense que ça a été... T'avais quel âge à ce moment-là ? J'ai commencé avec lui, j'avais 12-13 ans. Quand il emmenait le petit frère, ce qui était gentil de sa part. Lui, il avait 18 ans, un peu moins peut-être ? Oui, c'est ça, on a 5 ans d'écart, donc je devais avoir 13, il devait avoir 18, parce que c'était aussi ses débuts le début de son permis, quoi. Et donc ça, c'est tes premiers souvenirs vraiment purs, enfin vraiment automobiles, où tu as vécu de l'intérieur une course, donc en Normandie. Ouais. Comment se nourrit cette passion ? Tu me disais que tu avais aussi plein de posters de Formule 1 dans la chambre. Moi je vivais à travers la voiture, donc c'est vrai que ma chambre, mes parents m'avaient fait un beau papier peint, je crois, à l'époque, en toile de Jouy, donc, mais on voyait plus grand-chose de la toile de Jouy, je crois, parce que j'étais abonné à Échappement et je découpais le poster tous les mois, je crois que ça devait être un mensuel, et voilà, ils venaient garnir mes murs de chambre au fur et à mesure, donc il y avait des voitures partout. Et c'était, l'âge faisant, c'était l'époque des Formule 1 noirs, la John Player, les Lotus, là, qui étaient magnifiques. Enfin, il y en avait plein les murs. Tu disais que t'aurais voulu en faire ton métier. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Finalement, tu fais un métier qui a rien à voir, mais qui finalement est assez lié, parce qu'il y a encore ce côté image qu'on retrouve beaucoup dans l'automobile, c'est-à-dire la belle courbe du dessin. Oui, complètement, oui. Voilà, c'est l'avenir. J'ai même, parce que quand j'ai fait je me rappelle, dans mon orientation en 3e. Sacré moment, ça. Sacré moment, ouais. Et la personne que j'ai rencontrée à l'époque me voyait mécanicien. Donc, d'accord. Voilà.
Donc j'ai jamais levé le capot de ma voiture, mais me voyais mécanicien. Bon voilà, mes parents y croyaient pas trop, moi non plus d'ailleurs. Mais donc je suis parti sur d'autres filières, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que la photo est aussi une passion. Hein, donc ça arrivait très tôt aussi. Oui, la photo, oui, c'est mon père qui m'a initié à la photo. Il avait un petit laboratoire dans le fond du jardin, là, chez nous, et c'est lui qui m'a initié. Mais là, c'est vieux, parce que pour mes 6-7 ans, je crois que mon premier cadeau, c'était un petit appareil photo. Donc c'est lui qui m'a initié. Après, j'ai un cousin qui était photographe, qui m'a entraîné aussi dans son sillon, mais je connaissais rien du métier. Et puis, je dois avouer que j'étais pas d'un grand courage à l'école. L'école, pour moi, c'était quelque chose qui m'a pas rarement passionné, quoi. Et j'ai eu cette occasion, au moment où il fallait choisir une orientation, de faire de ma passion un métier. Donc moi qui étais un peu feignant, je me suis dit que c'était quand même une bonne chose de pouvoir vivre de sa passion. Donc mes parents m'ont fait confiance, ce qui n'est pas évident. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 17 ans. Ah oui, donc très tôt quand même. Mais pour des parents, faut une bonne dose de confiance, parce que c'est vrai que ça les fait pas rêver. Ma sœur était pharmacien, mon frangin reprenait l'affaire de mon père, et moi je voulais être photographe. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur, mes parents connaissaient pas du tout le milieu, et voilà, je leur en sais gré, et je serai toujours reconnaissant de m'avoir fait confiance, quoi. Cette spécialisation que tu as maintenant, donc de photographe culinaire, c'est arrivé sur le tard, enfin c'était pas tout de suite comme ça. Non, c'est arrivé assez tôt, parce que, alors pour tout dire, quand il a fallu m'orienter à 17 ans, là, que je me le dis tout de suite, j'ai vraiment hésité entre la cuisine et la photographie, parce que c'est vrai que mes temps libres, je les passais souvent en cuisine avec ma mère, faire des gâteaux, des choses comme ça. Et puis voilà, c'est la photographie qui a gagné le premier round, je dirais, mais la cuisine a gagné le deuxième, parce que aujourd'hui, voilà, c'est pas passé par la porte, c'est passé par la fenêtre. Et aujourd'hui, j'ai réuni aussi ces deux passions-là, parce que j'aime manger, j'aime le bon, j'aime le beau, et là, j'ai un métier qui est génial maintenant, quoi. Donc t'es vraiment quelqu'un de passionné, puisque l'automobile, la photographie, la cuisine. Oui, on fait pas ces métiers-là si on n'est pas passionné. C'est clair. Il faut faire autre chose, hein. Je veux dire, un pilote automobile qui est pas passionné, il lui manquera le dixième de seconde qui va le faire passer devant les autres. Et moi, si je suis pas passionné, mes images seront pas les mêmes. Voilà, faut aimer manger dans mon métier, faut aimer manger. Alors là, tu vois, tu as un exemple en live, on vient de tester l'œuf de Cédric Grolet pour Pâques. Exclusivité, ouais. En exclusivité, très bon d'ailleurs. Voilà, c'est une tuerie. Mais c'est la passion qui me mène, moi, et ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier-là, et je suis encore surpris, quoi. Et puis quand je vois des réactions comme Cédric, où je viens de lui faire voir ses photos, là, bah, il m'embrasse quand il voit la photo, parce qu'il me dit, mais t'es un grand malade, j'adore, c'est génial. Donc ça, moi, je suis récompensé, quoi, et j'ai envie d'en faire encore plus, quoi. La recherche du petit détail, enfin l'excellence, c'est-à-dire tu vas vraiment chercher dans les... Tu me l'expliquais en off tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où, pour revenir à la cuisine, quand tu fais une photo, tous les petites imperfections d'un plat ou d'un dessert ressortent encore plus. Oui, faut rien, je laisse rien au hasard. C'est clair. Alors c'est difficile pour mon entourage, parce que des fois on peut se contenter de ce qu'on a, mais je vais aller jusqu'au bout, comme le font les chefs, et c'est aussi pour ça que j'aime mon métier. C'est que j'ai la chance de côtoyer on parlait des pâtissiers, mais autant de chefs 3 étoiles, ou même 1 étoile, ou qui n'ont pas d'étoile, mais des gens qui sont passionnés et qui recherchent l'excellence. Moi, c'est pour ça que je suis passionné, parce que j'ai toujours pas trouvé l'excellence. Je pense que je suis toujours en quête. Et un chef est toujours en quête du meilleur. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il veut faire mieux demain. Et aujourd'hui, moi, je veux encore faire mieux demain. Je veux travailler mon style, je veux travailler mes lumières, mes éclairages ont complètement changé. Mais ça, il faut se remettre en question en permanence, quoi. C'est une quête infinie finalement, parce que tu n'arriveras jamais à ce... Non, j'arriverai jamais, mais je cours toujours après. Mais j'arriverai jamais. Mais plus ça va, ouais, mais plus j'ai simplifié mes lumières, j'ai simplifié plein de choses, mais je recherche l'excellence, quoi. Ça te fait un vrai moteur pour faire une transition un peu lourde sur l'automobile. Et est-ce que dans l'automobile, tu retrouves cette recherche, justement, tu sais, on parlait tout à l'heure de design, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît particulièrement dans l'automobile, ou toi, tu y trouves autre chose ? Qu'est-ce que tu y trouves dans cette passion ? Dans la partie design ? Ouais, même dans la partie... Enfin, tu sais, l'automobile, on peut y arriver par plein d'angles différents, finalement. Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que je pense que je suis un compétiteur dans l'âme aussi. Et c'est vrai que l'automobile, par le biais de la compétition, c'est quelque chose qui mène. Moi, j'ai eu la chance de faire 2 courses dans ma vie, mais... on y reviendra après. Ouais, mais tout ça pour dire que je comprends les pilotes, quoi. Et j'ai pas mal de copains pilotes qui sont passionnés, mais qui cherchent aussi à se surpasser. Et c'est ce que j'aime aussi dans la voiture. Voilà, après le design, tout ça, c'est vrai que j'aime les beaux objets, j'aime la voiture en fait partie, mais c'est surtout cet esprit de compétition, quoi. Et justement, par rapport à cet esprit de compétition, si on fait un petit saut dans le temps, je crois que tu as un copain qui s'appelle Claude-Yves, ouais. C'est ça. Alors, c'est lui qui a fait la rencontre avec Paul Belmondo ? Alors, oui, c'est donc, moi, j'étais sur Caen à l'époque, et Claude-Yves, qui est un copain, courait déjà en voiture, et il a monté une écurie avec Paul Belmondo à l'époque, pour faire du GT.
Ouais. Et il m'avait demandé de venir les rejoindre, mais à titre amical, là, pour m'occuper un peu du marketing, de la communication. Donc pendant 3 ans ou 4 ans, j'ai baigné dans ce milieu-là. On partait tous les week-ends sur les grands circuits européens là pour faire le GT. On a fait les 24 heures du Mans. Et j'ai vécu la course de l'intérieur. Et j'ai découvert plein de choses, quoi, parce que c'est l'aventure humaine que représentait par exemple les 24 heures du Mans. En plus, qui a une dimension presque supérieure à la course auto classique, parce que l'endurance, c'est la nuit, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment, moi, j'ai vu les mécaniciens pleurer quand la voiture passe à la ligne d'arrivée. Donc, c'est des moments qu'on n'oublie pas parce que c'est dur quand on les voit travailler toute la nuit. Et puis, il y a cette énergie dont ils font tous preuve pour emmener la voiture au bout. Et franchement, je suis jamais retourné au Mans depuis parce que j'avais la chance d'être au Muret à passer les temps et ainsi de suite. Et j'ai plus envie de le vivre autrement, quoi. J'ai tellement vécu, déçu, en fait. Je serais déçu. Ouais, j'ai tellement vécu de l'intérieur là entre le Muret et le pit lane là que tu vis la course de l'intérieur, tu vois les réactions et puis humainement, c'est une aventure fabuleuse, quoi. Donc ça, c'était en 97, c'est ça ? 97, 98, ouais, je pense qu'on a fait le Mans quelques années ? Ouais, j'ai fait ça 3-4 ans, ouais. Donc tu leur donnais un coup de main bénévole, en fait. C'était vraiment parce que je leur donnais un coup de main et moi, je me faisais plaisir. C'est ça, le passionné qui se payait, comme ça. Tout le monde était content, quoi. Et ils te font quand même un beau cadeau par la suite. Oui, ils m'ont proposé de rouler en Lamborghini Diablo, faire une épreuve du championnat du monde Lamborghini Diablo. Au début, je croyais que c'était une blague, parce que j'ai jamais conduit de voiture de course, quoi. Avant celle-là, j'avais jamais conduit de voiture de course. C'était quoi la voiture la plus puissante que tu avais conduite avant ? Tu as peut-être fait du kart ? J'ai fait beaucoup de karts, avec eux. D'ailleurs, on roulait souvent en kart ensemble. On avait nos karts de temps. Mais voilà, entre passer du kart à une Lamborghini Diablo avec 25 furieux, c'est pas le même match du tout, quoi. Et je garde un souvenir vraiment extraordinaire de ce moment-là, parce que moi, c'était un rêve de gamin. Quand je te dis que j'avais mes posters dans la chambre, me retrouver, alors mettre la combinaison déjà. Et je me rappelle, pour l'anecdote, sortir du motorhome avec ma combinaison, le casque sous le bras, et un petit gamin qui arrive devant moi pour me demander un autographe, quoi. Et donc, j'ai pas voulu le décevoir. Je me suis signé l'autographe. Je me suis dit, mon pauvre chéri, tu m'as vu aujourd'hui, mais tu me reverras jamais parce que je vais pas faire une carrière. Mais voilà, c'était le clin d'œil. C'est l'effet combinaison et casque, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, j'ai signé l'autographe. Et puis c'est de se retrouver dans cette voiture-là. Et est-ce que c'était de l'endurance, que j'ai roulé avec un copain. Et lui, comme moi, on savait pas comment on allait réagir. Parce que est-ce que ça allait être la trouille ? Est-ce qu'on allait être stressé ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? On savait pas du tout intérieurement et humainement comment on allait réagir. Et j'étais assez surpris d'ailleurs Moi, j'ai pas eu de stress du tout. Et j'ai pas eu de stress du tout parce que pour une raison simple, c'est la première fois que je roulais, il y avait 25 voitures, je me dis de toute façon tu vas partir dernier. Donc dernier t'es peinard, tu vas à la vitesse que tu veux et puis il n'y a pas de souci, quoi. Le problème est que je crois que j'ai fait le 17e temps sur les 25. Le compétiteur est revenu en fait. Oui, et ça c'est drôle parce que on peut avoir un peu de stress quand même avant de monter dans la voiture, mais dès que les feux passent au vert, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien, quoi. Donc je voyais juste passer mon chèque de caution de temps en temps à certains freinages parce que bon, voilà, donc ça m'a coûté quelques places, mais voilà. Ça t'a fait ralentir un peu parce que tu disais il y a quand même une voiture qui coûte extrêmement cher. Et puis j'avais un chèque de caution, voilà, si je cassais l'auto, bien sûr. donc voilà, j'avais pas les moyens de casser l'auto, quoi. Donc et puis c'était pas le but non plus. Mais humainement, j'ai juste eu une appréhension au moment du tour de chauffe, quoi. Parce que là, il y avait les 25 voitures, donc ça fait un raffut pas possible. Tout le monde chauffe ses pneus, fait des zigzags. Donc moi, j'ai fait pareil, mais sans trop savoir. Tu imitais sans Voilà, j'imitais, ils le font, donc ça doit être bien, je vais faire pareil. Et puis j'ai pris un départ top, quoi. Donc toujours l'adrénaline, je pense, et puis cet esprit de compétition. Je me suis retrouvé 12e. Partie 17, je me suis retrouvé 12e dans le premier tour. Ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. Au bout du 3e tour, j'ai fait la tête à queue et je suis reparti. Mais voilà, donc j'étais retrouvé dans le fond. Mais humainement, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Et donc ça, c'était à Budapest, si à Budapest, en Hongrie, ouais. Et donc combien de temps de course ? Alors on a fait 2 courses d'1 heure, okay. Une le samedi, une le dimanche, ouais. T'étais rincé à la fin, j'imagine ? Ouais, j'étais rincé, ça m'a permis de maigrir un peu parce que il fait chaud dans ces autos et j'ai jamais bu autant d'eau d'un seul coup, je crois, en sortant de la voiture parce que c'était au mois de juillet. Donc ouais, c'était une belle expérience. Et suite à ça, ça te donnait envie de faire d'autres courses ? Parce que je crois que t'en as fait d'autres. Ouais, j'ai fait une autre course après en Formule France, qui était un autre type de véhicule. Et là, ce qui me plaît aussi de ça, c'est que j'ai roulé sur des circuits de Formule 1. Et voilà, quand on regarde tous les grands prix à la télé tous les dimanches, et puis qu'on se retrouve soi-même à rouler sur ce circuit-là, voilà, et aussi ça en rajoute un peu, ça rajoute du plaisir un peu à l'aventure. Est-ce que tu peux expliquer juste ce que c'est que la Formule France pour que les gens visualisent un peu ce que c'est ? Alors la Formule France, de mémoire, c'était une barquette avec pilotage central ouverte avec des moteurs de moto. De mémoire, ils récupéraient, je crois que c'est des Suzuki. Pas les Hayabusa ou quelque chose comme ça ? Peut-être, je sais plus du tout. C'était fabriqué à l'Odeac en Bretagne.
à l'époque, et c'est une boîte de vitesse comme sur les motos, quoi. Donc assez difficile à passer parce que ça monte, ça descend, puis il y a le point mort à un moment donné qui peut poser problème. Donc c'est une petite voiture qui faisait 200 chevaux, mais qui pesait 500 kilos. Ouais, Donc c'était un gros karting, quoi. Et j'ai roulé à Estoril, donc pareil, un circuit de Formule 1. Donc voilà, ce sont mes 2 seules expériences automobiles, mais je regarde un souvenir vraiment sympa, quoi. Il y aura peut-être d'autres faits d'armes par la suite. Oui, il a pris de la bouteille, le garçon. Je sais pas ce qu'il va faire maintenant, mais Puis il manque de temps, peut-être surtout. manque de temps aussi, ouais. Surtout ça. Ouais. Mais de toute façon, cette passion, t'as jamais lâché, que tu sois derrière un volant ou pas. Non, c'est ce qu'on se dit avec ma femme d'ailleurs assez souvent. C'est mais pourquoi on aime la voiture? Parce que c'est quand même une passion qui coûte, quoi. C'est clair. Et c'est vrai qu'on envie presque les gens qui aiment pas l'automobile. Eh ben moi, pas tant que ça, tu vois. Ouais. Enfin, les gens qui sont pas passionnés, je les envie pas des masses. Ah oui, non, c'est le clair. matin, ça doit être compliqué de se C'est lever. clair. Ah oui, non, mais je parle de la passion générale, mais c'est vrai que la voiture est quand même une passion qui peut être coûteuse. Ouais, c'est vrai. Et suite à ça, pour repartir sur une belle histoire, tu lis un article, je crois. Tu m'as raconté ça. Tu lis un article sur un pilote qui est très connu. Voilà, alors je lis un article sur Romain Grosjean. Donc Romain a roulé chez Lotus, comme tout le monde le sait. Ouais. Il a fait des podiums, il a fait une belle carrière chez Lotus. Lotus a arrêté, donc Romain s'est retrouvé sans métier. Parce qu'il me dit, moi, je sais faire qu'une chose, c'est rouler. Quand j'ai plus de volant, j'ai plus de métier. Donc, et Romain est passionné par la cuisine. Et il s'était mis d'ailleurs à la cuisine parce que il est grand et il avait une hygiène de vie à respecter. Il a toujours été grand pour un pilote déjà en plus. Ouais, il a toujours il avait des critères de poids à respecter pour pouvoir monter dans sa voiture. Et il en avait marre un peu de manger ce qu'on lui faisait manger. Et donc il s'est mis à la cuisine, mais diète, pour apprendre plein de choses. Et donc j'avais lu un article sur lui qui disait que à la sortie de chez Lotus, il n'avait plus de métier, donc il avait voulu s'inscrire dans une école pour apprendre le métier de chef. Et puis ça s'est pas fait parce que je crois qu'il était trop âgé. Il lui a redemandé de faire un cursus en anglais alors qu'il venait de passer 4 ou 5 ans en Angleterre. Donc là, il est parfaitement bilingue comme tous les pilotes de Formule 1. Et j'avais lu cette histoire-là. J'ai dit, tiens, c'est drôle, il est pilote de Formule 1. Moi, j'adore la voiture. La cuisine, c'est mon job. Je dis à ma femme, parce que je produis beaucoup la nuit, moi. Donc, je dors peu et j'ai beaucoup d'idées qui arrivent la nuit. Donc, ma femme se réveille la nuit. Je dis, tu sais, il faut qu'on fasse un bouquin avec Romain Grosjean. J'ai lu ça. Donc, elle me dit, non, mais rendors-toi. Donc voilà. Et puis, comme je lâche pas souvent grand-chose, j'ai créé un Romain, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu as voulu joindre je ne sais plus qui, là, sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est tombé lettre morte et j'ai pas eu de retour. Et puis, on va dîner un jour chez un copain, Christophe Michalak. Et je lui dis, mais tu connais pas quelqu'un qui pourrait me donner le contact de Romain Grosjean? Et il me dit, écoute, si t'appelles Akram, qui est un chef renommé là sur Paris, qui est un des meilleurs copains de Romain Grosjean. Donc j'appelle Akram, je lui dis, écoute, voilà le projet que j'aimerais faire un livre avec Romain sur la cuisine, parce que je lis son histoire et je trouve ça passionnant. Et donc l'Akram me dit, écoute, je vois Romain et Marion, donc la femme de Romain Grosjean, Marion Jolès. Elle me dit, je les vois dans 15 jours, je leur parle de ton projet et je te tiens au courant. Et puis 15 jours après, il me rappelle, il me dit, écoute, je leur ai parlé de ton projet, ça peut les séduire. Il me dit, je te donne le portable de Marion, tu l'appelles et tu vois ça avec elle. Donc j'appelle Marion, c'était au mois de février. Donc j'ai Marion qui me dit, écoute, le projet est séduisant, ça nous amuse avec Romain parce qu'il est passionné par la cuisine. Et puis voilà, la mayonnaise monte bien, on discute. Et elle me dit, par contre, là, il vient de signer chez As. Et la saison commence en mars, je crois. Il me dit là, il est complètement débordé parce qu'ils ont la voiture à mettre au point et on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais elle me dit, si tu veux, on se rappelle fin d'année. Donc fin d'année, je rappelle. Et puis il dit, écoute, le projet nous séduit toujours. On peut se rencontrer si tu veux. Et puis on s'est rencontrés tous les 4 à Paris. Donc tous les 4 avec Fanny, ta femme. Avec Fanny, ma femme, ouais. Et donc j'expose moi mon projet, ce que j'avais en tête, comment je voulais le faire. Et puis je conclus en disant, écoutez, l'aventure elle est simple. Romain, c'est toi le chef, donc tu vas créer toutes les recettes. Fanny, ma femme, elle s'occupe de toute la direction artistique chez moi. Je dis, toi, tu vas faire la direction artistique du bouquin, donc c'est toi qui vas gérer toute cette partie-là. Je dis, Marion, qui peut écrire mieux que toi sur le type qui est avec nous, là? C'est clair. T'es son mari, t'as suivi sa carrière, tu sais de quoi ça parle. Et Marion pensait pas faire partie de l'aventure au départ, parce qu'elle n'avait pas du tout tilté là-dessus. Je dis, si t'es d'accord, c'est toi qui vas écrire. Et puis je dis, moi je vais faire les photos. Donc on a fait un bouquin et c'est devenu des amis parce qu'on a fait un bouquin à 4 mains, 2 couples. Et c'est des gens extraordinaires, quoi. Donc on a appris à se découvrir et puis maintenant voilà, c'est l'amitié qui a pris le dessus, quoi. Donc on a fait ce bouquin, ce qui est sans prétention, hein. Romain, il n'a pas la prétention d'être un chef, hein. Il est d'une humilité justement très plus que remarquable. Et l'idée, c'était qu'il avait envie de nous raconter ses recettes qu'il fait pour sa famille, ses recettes de sportifs, ce qu'il mange, ses recettes avec les copains, parce qu'il aime bien la bonne bouffe. Et donc voilà, quand il a des copains, donc plein de petits thèmes comme ça, mais c'est vraiment un bouquin d'amis, quoi. C'est voilà, on cherche pas à obtenir des prix avec ce bouquin-là, on s'est vraiment fait plaisir, quoi.
Et ce qui est vachement intéressant pour l'avoir lu 2 fois, je l'ai relu dans le train en venant. Il y a surtout des recettes, mais il y a surtout plein de petites anecdotes sur chaque recette. Exactement. Qui situent à un moment de leur vie en fait. Il y a des anecdotes qui sont très marrantes. Ouais, exactement. Et puis je trouve que Marion a une belle plume. Enfin, je sais pas ce que toi qui l'as lu. Ouais, on en parlait avec Fanny. Je trouve qu'elle a une très belle plume. Elle vient de sortir son premier roman d'ailleurs, à Sœur perdue. Donc voilà. Donc, et donc je lui ai même demandé d'écrire mon prochain bouquin parce que j'ai envie de faire le tome 2 de mon livre. Là. Je lui ai demandé si elle voulait bien écrire mon prochain bouquin. Donc elle a dit oui avec plaisir. Donc moi j'aime beaucoup sa plume parce qu'elle est naturelle, elle est légère et elle est sincère. Donc voilà, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. D'ailleurs, on se demandait, est-ce que tu penses que ce premier livre lui a mis un peu le pied à l'étrier pour justement écrire son livre Je sais pas, je pense que non, j'aurais pas cette prétention-là. Je pense que non, elle a ça en elle. Elle est journaliste, hein, Marion. Oui, c'est vrai, donc c'est vrai, la rédaction, c'est son truc. Elle a pas attendu que Rougereau débarque là-dedans pour travailler là-dessus. Non, elle a ce talent-là. Elle a pas besoin de moi. Donc de là est née une vraie amitié en fait avec Romain et Marion. Oui, complètement, oui. Est-ce que quand le contexte le permettra, tu vas, j'imagine, sûrement aller voir des grands prix avec. Des grands prix, pas de grands prix de Formule 1, mais tu vas aller le voir en IndyCar. En Indy, oui, si l'occasion se présente. Moi, j'ai mon fils qui est aux États-Unis, donc on pourrait joindre l'utile à l'agréable. Ouais. Donc voilà, mais ouais, j'étais même presque fâché quand Romain a annoncé qu'il allait repartir en Indy. Fâché, voilà, parce que c'est un ami, parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive de mal et que il est passé tout près de ce qu'on sait. Donc voilà, je m'étais dit que c'était bien qu'il arrête, quoi. Mais bon, il a ce que je conçois, il a ça dans le sang, il a le virus et qu'il peut pas vivre sans ça. C'est sa vie, quoi. Donc c'est comme si moi demain on me dit écoute, t'es gentil mais t'arrêtes ta photo là. Donc moi j'ai besoin de ça, donc je comprends tout à fait sa démarche. Mais c'est vrai que quand il nous a annoncé l'Indy, moi je voyais les ovales, je voyais tout ça. Ceci dit, il fait pas les ovales, je crois. Non, il fait pas les ovales. Ouais. Mais au départ c'était ça, quoi. Je dis mais qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas, quoi. Donc et donc là je suis au téléphone avant-hier, tu vois, c'est le hasard. Mais non, il est content comme tout et je pense qu'il va continuer sa carrière comme ça, quoi. Et ça donne pas des envies de te retrouver derrière un volant dans un baquet? Quand vous en parlez un petit peu? À moi? Ouais. Non, oui, mais en touriste, là, je fais un petit truc comme ça en circuit pour m'amuser. Oui, toujours, oui, ça c'est clair. Ouais. Avec un coach de choix quand même. Oui. Ah oui, ça serait pas le pire, là, c'est certain. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur les sensations que tu as pu avoir quand tu as conduit cette fameuse Diablo, comment tu te sentais? Parce que si je dis pas de bêtises, c'est un pédalier qui est assez particulier aussi sur cette voiture. Le pédalier, oui, alors c'est déjà, quand je suis monté dans la voiture la première fois, le pédalier est décalé sur la droite. Ouais. Donc déjà, vous n'avez pas les jambes dans l'axe. Donc c'est assez surprenant. À l'époque, je vais faire un peu vieux schnock, moi, de raconter tout ça, parce que... on n'a pas situé la date, mais c'était 97, 98, je crois. Ouais, c'est ça, ok. Et ouais. Et donc pédalier décalé, la tête penchée parce que le casque touche l'arceau et on n'a pas la tête droite, et une boîte à grille. C'est-à-dire que c'est pas une impulsion, c'est-à-dire que vous arrivez dans un virage, faut regarder où vous la mettez quand même si ça passe pas trop mal. Donc c'était quand même un peu archaïque, quoi. Je pense que les choses ont bien évolué depuis. Et pourtant, t'avais 500 chevaux, quelque chose comme ça là-dessus? Oui, il y avait 500 chevaux, ouais. Ça devait quand même bien marcher. Oui, ça poussait, c'était... Et puis c'est cette confrontation avec les autres, quoi, qui m'a... Franchement, quand j'ai fait le tour de chauffe, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? T'es pas à ta place, quoi. T'es pas à ta place, quoi. Et puis j'étais 17e, donc mes idées d'être derrière et d'être peinard, je les avais oubliées, quoi. J'en avais 7 derrière. 8 derrière. Donc, mais une fois, ce que je disais tout à l'heure, une fois que le feu est passé au vert, j'ai tout oublié, quoi. Et dans le premier virage, je suis passé 12e à un endroit où je me rappelle Paul Belmondo, il me dit c'est pas normal, t'as doublé là, personne ne double jamais là parce que la piste elle est sale, parce qu'il y a du sable, parce que tu passes jamais à l'extérieur à cet endroit-là. Moi je l'ai fait parce que j'ignorais, quoi. Je l'ai pas fait par talent, je l'ai fait par ignorance. Et je suis passé, donc voilà, mais je te dis, ça a pas duré longtemps. Et justement, tu parlais de Paul Belmondo, t'as eu des expériences un petit peu de roulage avec lui aussi, peut-être en tant que copilote ou... Ouais, je suis monté souvent avec eux parce que on a eu la période qui était sympa des Vipers. Ouais. Donc la première voiture sur laquelle ils ont roulé, c'était une Viper. On a roulé pendant 2 ou 3 ans avec. Ils ont roulé pendant 2 ou 3 ans avec. Les 24 heures du Mans, au début, c'était en Viper, donc c'était une voiture mythique, quoi. Et donc je suis monté avec eux de temps en temps, ouais, souvent. Ouais. Au niveau de tes goûts, au niveau goût automobile perso, ouais. C'est quoi un peu les voitures qui te font rêver, même s'il y en a un? Bah écoute, là, je l'ai vendu depuis, mais j'avais acheté une Alpine, des nouvelles, là. Ah ouais? Ok. Ouais. La première édition? Non, parce qu'il y en avait que 1700, ça correspondait 1955, ça je crois. Correspondait à l'année de lancement. Ouais. Non, je suis arrivé après la bagarre. Mais là, je trouve que j'ai conduit quand même beaucoup de voitures sympas. Et ça, ils ont fait quelque chose de très très fort, là. Parce que, bon, rapport qualité-prix déjà, ouais. Et c'est une voiture amusante, quoi. Franchement, j'ai rarement conduit des autos aussi agréables que ça. Et tu t'en es séparé parce que tu n'avais plus le temps de la rouler? Non, parce que j'ai pas le temps. Elle était au garage les 3/4 du temps et que voilà. Donc, je l'ai gardée 2 ans, 1 an et demi. Mais voiture très, très, très amusante. Donc toi, c'est plutôt petite voiture assez légère. On est vraiment sur l'esprit Lotus?
Light is right. Oui, c'est un peu ta après, philosophie. non, après c'est la Porsche, enfin c'est les grands classiques. Hein. J'ai roulé beaucoup aussi en Aston Martin avec un copain, là, voilà, c'est des voitures fantastiques. Quoi, hein. Ouais, sur la mélodie. Bah oui, j'en parlais tout à l'heure avec Cédric, là, il a essayé une voiture ce matin, mais il y a peur de bruit à l'intérieur, quoi. Mais moi, je dis le bruit, ça fait partie de la voiture, quoi. Je dis, pourquoi il nous coupe là enfin voilà, les voitures aujourd'hui, j'ai essayé le 4x4 Aston Martin la semaine dernière. Le DBX, ouais. Ouais, l'extérieur, vous mettez en route, super, c'est une mélodie que j'aime, vous montez dedans. Il se passe rien. Il n'y a plus ce bruit, quoi. Et alors, voilà, c'est pas dans les politiquement correct, peut-être, hein, mais moi, le bruit fait comme le 24 heures du Mans, hein, quand vous étiez au muret et que les voitures passaient derrière, vous ne traversiez pas parce que vous les entendiez arriver. Maintenant, vous avez une électrique qui passe, ça fait un sifflement et vous ne l'entendez plus. Et moi, j'ai perdu ça, quoi. Et les Formule 1, pareil. Pour moi, ça faisait partie du truc, quoi. Ouais, même pour les Formule 1, effectivement, tu as plus ce fameux bruit de V10 qui faisait un boucan pas possible. Oui, et pour moi, ça faisait partie du truc. Alors, c'est vrai que la tendance n'est pas dans ces... Donc, t'es pas un grand fan de l'électrique, quoi. Si, parce que j'ai essayé, c'est assez bluffant quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est bluffant, hein. J'ai essayé la Tesla, j'ai essayé des voitures, tu te dis quand même, ça, c'est surprenant, ouais. Non, c'est pas. Voilà, c'est la nostalgie. Après, il faut vivre avec son temps. Hein. C'est la nostalgie des bruits de moteur que j'aime. Hein. Et c'est vrai qu'une Aston, vous mettez en route une Aston, vous êtes sous un tunnel, vous ouvrez les fenêtres. Et là, il me disait qu'il a essayé une voiture ce matin. Et plus vous roulez vite, plus les fenêtres se ferment automatiquement. C'est vrai. C'est quelle voiture? Bugatti. Ah ouais. Une Bugatti Chiron. Il m'a donné un autre nom, je sais plus laquelle. L'Aveyron. Aveyron, peut-être, ouais. Ok. Et je savais pas. Plus vous roulez, et si vous vous mettez à rouler vite, les fenêtres se ferment automatiquement. Justement pour garder ce côté insonorisé de la voiture. C'est vrai que l'Aveyron est réputé pour ça, tu sais, c'est la voiture qui fait plus de 1000 chevaux. Ouais, c'est stratosphérique. Ah bah oui, ça dépasse l'entendement en fait. Hein. Là, oui, je pense qu'on n'imagine même plus ce que ça peut donner, quoi. C'est plus une voiture en fait. Mais effectivement, c'est entre l'avion de chasse et la voiture. Là. Plus proche de l'avion de chasse d'ailleurs. Ouais. Et au niveau automobile, qu'est-ce qu'on peut d'ailleurs pas que automobile, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu pour la suite? Eh bien, écoute, je sais pas. Je voudrais revenir quand même à une voiture de sport un peu sympa. Je pense qu'il faudra que j'ai une Porsche avant la fin. Et t'as une idée de la Porsche de terrain? Non, j'en avais une. Alors j'avais acheté une vieille Porsche et je regrette de l'avoir vendue parce que c'était une 2 litres 4 à l'époque, SC. Okay. Et elle avait pour particularité d'avoir appartenu à Jean-Louis Trintignant. Non. Et bêtement, je l'ai vendue parce que je l'ai acheté, je devais avoir 20 ans ou 22 ans et elle couchait dehors, donc j'ai pas habitant au bord de la mer, je l'avais revendue parce qu'elle s'abîmait. Et je regrette sincèrement maintenant parce que c'était une voiture extraordinaire. Tu sais que c'est marrant que tu me parles de Jean-Louis Trintignant, qu'à plusieurs reprises on m'a dit que ce serait une personne intéressante pour ce podcast, qu'il a apparemment une grande collection. Ah bah écoute, ouais, je pense. J'en avais jamais entendu parler avant, honnêtement. Enfin, bien sûr du personnage, mais pas de sa collection automobile. Bah écoute, moi j'avais eu une de ces voitures toujours, donc je regrette de l'avoir vendue, quoi. C'est une erreur de jeunesse. J'aurais dû la garder celle-là. Bah, ceci dit, c'est bien d'avoir une Porsche à 22 ans, c'est déjà beau. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais là si t'en prenais une? Bah en Porsche, alors il y a tellement de références, je suis un peu perdu chez Porsche d'ailleurs. Plutôt récente ou plutôt? Ouais, plutôt récente, ouais. Ok. Ouais, plutôt récente parce que je pense que quand on donne dans l'ancien, faut s'y connaître un peu. Ouais, mais t'auras plus le côté bruit, tu vois, par exemple, typiquement la nouvelle, la 992. Ouais, c'est clair que il y a mal de bruit, mais si on parle ancienne, faut s'y connaître. Ouais. Je te dis, moi, je lève mon capot pour remettre du lave-glace, sinon j'y connais rien du tout et j'ai pas envie d'apprendre. Et puis voilà, donc il y a des gens qui le font très bien pour moi. Voilà, après une Targa où j'aime beaucoup les nouvelles qui sortent, là, sont quand même très très belles. T'aimes bien le côté Targa, le côté bulle de verre? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Et ce que je trouve fort de ces voitures-là, c'est que ça fait quand même quelques années qu'elles sortent et qu'ils arrivent encore à nous étonner et à nous surprendre par des détails, parce qu'en fin de compte, ils travaillent que sur du détail maintenant chez Porsche, parce que la structure de la voiture reste la même en termes de carrosserie et autres, pratiquement, quoi. Et ils arrivent à faire évoluer cette voiture-là tous les ans, quoi. Donc moi je dis chapeau parce que alors je suis complètement perdu dans les références parce qu'il y en a beaucoup, mais franchement je trouve que chapeau, quoi. La nouvelle c'est la 992. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant comment ils arrivent à garder effectivement ce côté intemporel, ouais. L'ADN de la voiture. La ligne, tu la reconnais direct. Ouais. Et en même temps c'est une nouvelle voiture à chaque fois, quoi. Ah ouais. Toujours plus de technologie, toujours plus rapide. Ouais, et puis même esthétiquement, il y a de la nouveauté tous les ans, quoi. Mais si je peux t'en conseiller une par rapport à ce que tu me dis, je pense qu'il faudrait que tu partes sur les derniers modèles, tu sais, en une Atmo, quoi, si tu veux du bon bruit. Alors, ceci dit, les turbos font un bruit sympa aussi, mais peut-être une dernière petite 991 en GT3, ça peut être pas mal. C'est pas très confortable par contre. Hein. Non, c'est pas confortable, non, mais bon, un peu sportif. Mais tu peux l'emmener sur circuit, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça serait l'occasion de te créer ton propre circuit. Toi. Bah oui. Bah, en tout cas, Patrick, merci beaucoup. Bah non, merci à toi. Hein. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager.
Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est un commentaire un peu spécial puisque c'est Erwan alias The Glove Driver, qui écrit « J'ai découvert Yann et son podcast en me prêtant au jeu de l'interview dans l'épisode 4 consacré à The Glove Driver. Étant moi-même un grand consommateur de podcasts automobiles, principalement anglais, j'ai immédiatement adhéré au format et à la qualité de ce dernier. Yann est un excellent présentateur qui maîtrise l'art de l'interview et qui sait se placer avec justesse face à ses interlocuteurs. C'est devenu un rituel, à chaque fois que j'ai un trajet à faire en voiture, je regarde quel épisode j'ai loupé et je l'écoute. De plus, la variété des invités fait la richesse même de Dans la boîte à gants. Bravo, signé Erwan The Glove Driver. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir converti à la base un invité en auditeur. Merci beaucoup Erwan, c'est vrai qu'on échange beaucoup depuis. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au moment où je parle, je m'apprête à partir pour Paris et enregistrer un épisode avec Romain Monti. Et je vais sûrement aller voir Erwan après. Bref, en tout cas, merci beaucoup Erwan et merci à vous tous pour tous ces messages. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi nous pouvons échanger, je réponds à tous vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vous invite aussi à découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis. Il y en a une bonne petite ribambelle, plus d'une 30aine je crois. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.